Comme tous les vendredis, la Grande Table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beau divertissement. Et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, une maison dans la forêt, une piste de danse endiablée, un tunnel et des ateliers d'artistes. Après le journal à 12h55, nous parlerons de la série de Steve McQueen Small Axe et d'un film sorti sur Netflix, Mandy. Mais pour l'heure, je suis avec Antoine Guillot, confrère, producteur de Plan Large tous les samedis sur France Culture. Et puis en ligne avec Sarah Hiller-Meyer, critique et commissaire d'exposition. Nous parlons de bande dessinée. Dans quelques instants, peindre ou ne pas peindre, mais tout de suite, Tunnel de Routou Modan. Alors Routou Modan est israélienne, Tunnel c'est son 3e album, celui-là publié chez Actes Sud BD. Il nous transporte à Jérusalem, Nili y est archéologue et avec son fils qu'elle balade partout, toujours accrochée à tous les smartphones sur lesquels il peut mettre la main, elle part à la recherche de la fameuse Arche d'Alliance, ce coffret qui renferme les tables de la loi gravée des 10 commandements dictées par Yahvé à Moïse et qui aurait disparu lors de la destruction par les Babyloniens du premier temple. Problème, l'arche se trouverait sous le mur de séparation entre Israël et Palestine, d'où les fameux tunnels. Routou Modan était récemment l'invitée de Victor Massé de l'Épinay. On l'écoute, elle parle de son travail. J'ai étudié à peu près 1 an. Pendant 1 an, je n'ai fait qu'étudier l'archéologie. J'ai même pris des cours à l'université en archéologie. J'ai lu beaucoup de livres liés de près ou de loin. Chaque chose entraînait autre chose. Les fouilles m'ont amené vers les tunnels. Les tunnels ont entraîné la question politique, la question des Palestiniens. Et c'est ainsi, j'ai appris en arborescence en fait, une chose menait à l'autre. Et un jour, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, je vais commencer à écrire. Antoine Guillot, on entendait là Routou Modan qui expliquait à quel point elle avait travaillé, à quel point elle avait creusé pour réussir à écrire ces fameux tunnels. Comment est-ce que ça se sent à la première lecture de la bande dessinée, tout ce travail ? Ça se sent par des personnages qui existent formidablement. C'est-à-dire qu'on sent cette recherche qu'elle a fait sur le monde de l'archéologie et son livre est entre autres une satire du monde universitaire de l'archéologie, c'est-à-dire avec des personnages qui dirigent ces départements mais qui s'approprient les découvertes des autres, ce qu'il faut de manigance et d'instinct aussi pour faire des découvertes. Et puis au-delà de ça, le titre porte bien son nom, Tunnel, ça creuse dans toutes les dimensions de ce qu'est la société israélienne aujourd'hui. Alors aussi bien pour ce qui est de la recherche des artefacts, comment de riches collectionneurs vont se mettre en cheville avec Daesh pour récupérer des pièces fabuleuses qui en même temps finance Daesh, ce qu'est aussi une mère célibataire, ce qu'est des amours possibles entre Israéliens et Palestiniens à la faveur de l'obscurité d'un tunnel, de ce qu'est cette séparation entre deux zones qui sont en fait le même terreau, de ce qu'on risque de trouver quand on creuse et qui ne sont pas forcément ce à quoi on s'attend. On cherche l'Arche d'Alliance et on trouve des caches d'armes qui viennent de guerres civiles anciennes. Qu'est-ce que c'est que l'occupation ? Qu'est-ce que c'est que deux peuples qui cohabitent ? Enfin, c'est quelque chose qui creuse très profondément dans la société israélienne aujourd'hui pour nous le raconter. Pas de manière inédite, parce que ce genre d'histoire, on les voit dans le jeune cinéma israélien. D'ailleurs, on se dit que ce scénario, cette histoire, on y reviendra très volontairement théâtrale dans la manière dont elle est présentée, ferait un scénario formidable pour un film aujourd'hui qui serait un tantinet compliqué à tourner, puisque l'histoire se passe des deux côtés du mur.
Sarah Hiller-Meyer, un premier regard sur Tunnel de Ruth Modan. Bah oui, c'est un roman graphique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je connaissais pas son travail, donc j'étais très heureuse de le découvrir. J'en ai aussi profité d'ailleurs pour lire ses deux précédents romans graphiques que j'ai aussi beaucoup aimé, mais je dois dire que je pense que celui-ci est quand même le plus abouti des trois, parce que c'est là justement où il me semble qu'elle articule le mieux ce qui relève du drame familial et ce qui relève plutôt des conflits géopolitiques. Donc à travers cette histoire de tunnel creusé sous le mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Alors pour préciser, ils sont creusés donc d'un côté par des Israéliens qui cherchent, comme vous le disiez Lucille, l'Arche d'Alliance, pour différentes raisons, soit pour recueillir des lauriers, soit pour asseoir leur projet de colonisation. Et puis de l'autre, il y a un tunnel qui est creusé par des Palestiniens pour organiser un trafic de fruits et de légumes qui est nécessaire à leur survie et pour contrer aussi les barrages israéliens. Donc tout se corse quand ces deux tunnels se croisent, mais j'en dis pas plus sur le récit. En tout cas, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est la facilité et le plaisir qu'il y a à lire ce récit qui est pourtant quand même très dense, je trouve même assez difficile à résumer, et où on croise donc aussi bien des résistants palestiniens que des ultra-orthodoxes, un collectionneur d'antiquités véreux qui fait appel au service de Daesh, donc des universitaires aussi qui sont prêts à tout pour briller, pour obtenir un poste, et puis donc cette femme, ce personnage principal qui est Nili, qui poursuit les recherches abandonnées par son père, hein, qui était on l'apprend, un archéologue de renom, désormais atteint de démence, pour que cette découverte donc lui revienne, parce que c'est lui qui les avait initiés. Et ce qui je trouve donc très réussi, c'est cette façon qu'a Ruth Modan de transformer cette matière géopolitique qui est quand même particulièrement complexe en un récit en fait d'aventure, hein, qui est palpitant, qui est plein de rebondissements et de retournements de situation, et qui en même temps, je trouve assez drôle, avec des scénettes plutôt hilarantes, des répliques assez absurdes aussi. En particulier du côté des jeunes colons extrémistes, hein, qui sont présentés quand même ici plutôt comme des individus un peu bêta. Donc j'ai eu l'impression en tout cas que cette BD de me retrouvait à la croisée, je dirais, des récits d'aventure d'Indiana Jones et des récits politico-burlesques du cinéaste Elias Suleiman, auquel cette BD m'a vraiment fait penser, parce que ce réalisateur traite également donc du conflit israélo-palestinien par le biais de la comédie, parce que c'est ici une comédie, avec une forme donc de légèreté, d'absurdité, qui pour autant, je trouve, ne perd rien du tragique de la situation, et répond même plutôt bien au côté complètement fou, absurde et dramatique de ce contexte. Il y a un sens de la synthèse, vous le disiez, c'est un livre assez long, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses dedans, et je rebondis sur ce que disait Antoine, sur le fait que les personnages existaient très fort. Dès le début, cette personnage de Nili, on la voit, la case prend la moitié d'une page, on la voit dans son intérieur, donc on comprend que c'est la nuit, puisque la case est presque entièrement plongée dans la pénombre, et il y a vraiment un énorme bazar autour d'elle. Elle est dans son lit avec son fils qui est sur l'ordinateur, elle est sur son smartphone. Par terre, il y a des guitares, il y a des cartables, des bouquins dans tous les sens, un téléphone qui a l'air décroché, et puis on voit la cuisine derrière qui, elle, est allumée. Et il suffit, en fait, de cette case, de cet intérieur-là, de la position de la mère et de la position du fils à côté, pour qu'on comprenne très bien qui elle est, et pour que ça la détermine suffisamment pour la lancer dans son histoire. Je trouve ça assez impressionnant du point de vue du dessin, Antoine Guillot. Oui. D'ailleurs, ça commence même avant cela par des images de jeux vidéo qui sont celles... comme des captures d'écran. C'est le jeu sur lequel il joue, avec un téléphone qui va intervenir au milieu parce qu'il y a des appels, puis comme le gamin n'en a rien à faire... Ça, c'est vraiment très drôle, le running gag du téléphone. Mais ce sont évidemment des choses très bien vues, qui font partie des éléments qui nous mettent complètement en empathie avec ces personnages, puisque ça ne joue pas du tout l'exotisme. Enfin, on est de cette société qui serait très différente de la nôtre. On est complètement avec eux. Ce qui est très intéressant, c'est l'évolution du travail de Ruth Modan. C'est-à-dire que ces deux premiers livres, qui avaient un peu déjà le même travail sur la couleur, mais le trait était très sensiblement différent. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus réaliste. Et ici, Ruth Modan s'est aventurée du côté de la ligne claire, qui serait moins celle de Hergé que celle des Néerlandais à la Joost Zwart et autres, ce qui rend son trait assez malhabile, très étrangement. C'est-à-dire que ces personnages, à la fois, existent fortement, mais sont très fragiles dans leur apparence. On sent qu'elle essaye quelque chose de nouveau. Et pourtant, il y a toujours eu chez elle cette façon formidable de capter des attitudes. Il faudrait la rentrer un peu dans la cuisine de Ruth Modan, qui en fait écrit un scénario très très fouillé, va ensuite faire un découpage, et à partir de là, elle s'arrête et elle va faire jouer
toute cette bande dessinée par des acteurs qu'elle va prendre en photo et à partir desquels elle va dessiner des attitudes. D'ailleurs, à la fin du livre, et c'était déjà le cas dans les livres précédents, il y a tout le cast, toute la distribution des acteurs qui se sont prêtés à ça. Ce qui donne quelque chose de très étrange, en fait, dans ce qu'on voit, qui sont, voilà, comme je disais, à la fois des personnages qui existent formidablement et charnellement, mais dans une fragilité du dessin qui est très surprenante. Rutu Modan, c'est quelqu'un qui est complètement autodidacte. La bande dessinée israélienne n'existe quasiment pas, ou en tout cas c'est elle qui l'a inventée avec quelques amis, mais sans être pris par des références, comme beaucoup en France ou aux États-Unis, où on a vraiment sédimenté toute une histoire de la bande dessinée qui se retrouve graphiquement dedans. Elle réinvente, manifestement, elle s'est plongée récemment dans les bandes dessinées d'Hergé, et elle en fait quelque chose de très riche et qui se réinvente sans cesse, notamment quand dans des scénettes, elle va supprimer les cases et faire ce moment que j'adore où deux espèces de ninjas qui se voudraient palestiniens, qui aimeraient bien appartenir à l'État islamique, mais qui manifestement n'en ont pas du tout les capacités, vont essayer de s'attaquer à quelqu'un. Ça donne des petites scènes burlesques comme ça, extraordinaires, où tout d'un coup le dessin prend le dessus, parce que c'est un peu le risque avec ce genre de scénario très très écrit, c'est qu'on aurait l'application pure d'un script, d'un scénario comme ça très dense, et parfois elle s'abandonne au dessin et ça devient vraiment réjouissant. Sarah Hillermeyer sur le dessin de Rutu Modan. Oui, bah, c'est vrai que je trouve que ce qui est très appréciable, c'est la plus grande liberté effectivement qu'a trouvé Rutu Modan par rapport à son dessin, qui est en fait toujours de l'ordre d'une ligne claire, qui est très épurée, mais ici elle est légèrement déformante, donc avec des traits qui sont plus schématiques, qui s'autorisent aussi à simplifier davantage les formes et à les exagérer un peu, ce qui rend son dessin, je trouve, encore plus expressif et amusant. Ce que sont aussi les personnages, qui sont volontairement, je crois, aussi plus caricaturaux, sans pour autant que ce soit réducteur ou sans tomber dans la simplification, puisque ces personnages, ils sont jamais complètement binaires. Il n'y a pas d'un côté le mal radical et de l'autre le bien absolu. Ils sont tous plus ou moins à un moment ou à un autre ridicules, touchants ou révoltants, même quand il s'agit d'ailleurs du personnage principal ou de son frère ou des ultra-orthodoxes et puis de cet universitaire aux méthodes peu reluisantes, dont on finit d'ailleurs par apprendre qu'en fait il a des circonstances atténuantes pour expliquer ses comportements assez affreux. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce qui est assez appréciable aussi, c'est que Rutu Modan, elle cherche pas tellement à faire la leçon ou à faire un commentaire politique, mais plutôt en fait à accompagner ces personnages, chacun de leur point de vue, avec leurs intérêts et leurs expériences respectives, qu'on peut plus ou moins comprendre. Alors c'est vrai que pour ma part, moi j'ai plus de mal à me placer du côté des ultra-orthodoxes ou des membres de Daesh que du côté des laïcs, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Étonnant. mais je trouve que néanmoins ces personnages, ils ne sont pas rendus détestables, parce qu'ils sont présentés justement pour ce qui est notamment des ultra-orthodoxes, comme des illuminés totalement grotesques en fait, quoique dangereux évidemment. Et puis peut-être une dernière chose sur ce style de Rutu Modan, c'est effectivement la beauté de la couleur dans cette BD, qui présente donc des tons désaturés. Et il y a aussi quand même des décors, je trouve, extrêmement beaux, qui sont très détaillés, avec des arrière-plans dont les contours sont en couleur et pas en noir, contrairement aux personnages qui sont au premier plan. Et c'est aussi ce qui rend ce territoire je trouve, de Cisjordanie extrêmement séduisant. Et ça permet de donner aussi un ancrage sensible en fait, à ce récit et à ce conflit israélo-palestinien. C'est vrai que c'est assez miraculeux ce qu'elle réussit à faire, pour reprendre le langage religieux, mais ce qu'elle réussit à faire de cette matière qui est ultra documentée, vous le disiez Antoine, par le cinéma notamment, mais tous ces conflits-là, les murs, les possibilités amoureuses d'un côté ou de l'autre du mur, quand on lit ça sur le papier, on n'a pas nécessairement envie de se replonger dedans. On a l'impression que tout a été éculé en termes de fiction, y compris comique, sur ce sujet-là. Or, elle arrive à se déplacer, à décaler la chose, Antoine Guillot. Oui, mais précisément parce que, comme le dit Sarah Hillermeyer, elle le désidéologise. Elle prend les personnages pour ce qu'ils sont, avec leur propre logique, qu'elle pousse parfois très loin, mais elle le pousse plutôt du côté du burlesque que du côté du schématisme, en disant effectivement qui seraient les bons, qui seraient les mauvais. Moi, je les trouve formidables, ces colons, par exemple. Ils sont extrêmement drôles. Ils vivent très clairement sur un autre plan spatio-temporel, mais ils existent formidablement et ils ont leur logique. Et il en est de même de l'autre côté, c'est-à-dire que ces apprentis résistants ou terroristes, selon le point de vue duquel on se place, sont
tout aussi désarmant, en fait, je dirais pas de bêtises, mais de naïveté. Et c'est ça qui les sauve. Et c'est là-dessus que Ruutu-Modan nous donne autre chose que cette matière qu'on aurait l'impression de connaître, mais que là, on vit vraiment charnellement. Tunnel de Ruutu-Modan apparu chez Actes Sud BD dans une traduction de Rosie Pignaz del Puech. France Culture. La critique. Lucille Como. Peindre ou ne pas peindre, telle est la question que pose Philippe Dupuy dans 2 albums rassemblés en une intégrale de la collection Air Libre des éditions Dupuy. Philippe Dupuy poursuit un travail commencé déjà dans une histoire de l'art. Cette fois-ci, les personnages principaux sont Man Ray et Paul Poiret. Alors, on connaît bien le premier, photographe, un des grands inventeurs du surréalisme. Paul Poiret, moins connu, était un couturier et parfumeur, un des pionniers du mouvement Art déco. Tous deux se rêvaient peintres. On les suit dans leurs conversations, dans leurs rencontres, dans leurs questionnements aussi sur la création. On écoute Philippe Dupuy qui parle de Man Ray, c'était en 2019. Là, j'avais envie de me concentrer sur un artiste. Et sans faire un biopic, parce que je ne suis pas historien d'art et j'aime bien pouvoir prendre des libertés. J'ai parcouru ma bibliothèque. Je suis tombé sur l'autobiographie de Man Ray, que j'avais lue il y a pas mal d'années. Alors je rouvre ça et je regarde et c'est foisonnant, enfin c'est assez intéressant. Et là, je vois en plus que c'est un artiste qui a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, avant d'arriver en France, quand il est jeune, il se destine à la peinture. Et j'ai dit, tiens, pour moi, Man Ray, c'est un photographe, c'est pas un peintre. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été pour moi assez déterminant parce que ça touchait à quelque chose qui m'interroge en tant qu'artiste, c'est que souvent, j'ai constaté qu'on nous connaît pour des choses assez précises. Et c'est pas forcément ce que nous retiendrait de notre travail. C'est pas forcément ce qu'on voudrait. Donc ça trouvait déjà un écho sur le propos. Ça donnait un sens au livre que je pouvais faire qui m'intéressait. Sarah Hiller-Meyer, vous qui êtes critique d'art plastique, avant tout, peut-être un mot sur la matière de ces albums, sur le moment particulier de l'histoire de l'art qu'ils documentent. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était... c'est une BD que j'ai plutôt bien aimée, que j'ai trouvé vraiment agréable à lire et intéressante. Mais c'est vrai que c'est a priori pas tellement le type de BD vers lequel je me tournerais le plus spontanément. Parce qu'on a quand même pas mal vu, j'ai l'impression, ces dernières années, des romans graphiques qui retracent comme ça la vie et l'œuvre de figures importantes de l'histoire culturelle. Je pense notamment au travail de Catel et Bocquet, qui ont réalisé des BD sur Joséphine Baker et Kiki de Montparnasse, où on croise d'ailleurs assez longuement Man Ray. Après, je trouve que voilà, il y a quand même en l'occurrence un véritable plaisir de lecture. C'est très bien raconté et très documenté. C'est aussi très ingénieux avec ce double récit croisé. Donc l'un sur les débuts de Man Ray à New York et à Paris, où il a d'abord été peintre avant d'être photographe. Et ça, justement, comme vous me le demandiez, c'est quelque chose qu'on connaît, je trouve, assez peu. Je trouve très intéressant de s'y plonger. Et puis l'autre partie du récit qui est consacrée à la carrière de Paul Poiret. On aborde sa carrière au moment de sa gloire jusqu'à sa faillite dans le milieu des années 20. Et c'est cette partie-là qui, moi, m'a le plus intéressée parce que c'est celle que je connais le moins, justement, et où on plonge, en fait, à ce moment-là, dans l'univers parisien, mondain et artistique de ces années-là, où se croisent donc ce couturier, parfumeur, mais aussi des peintres, des artistes, des danseurs comme Isadora Duncan, et puis l'architecte Mallet Stevens, qui lui a construit une maison qui ne sera pas finie avant la fin de sa vie. Et puis, donc c'est ce côté, en tout cas, flamboyant et fantasque de Paul Poiret, je trouve qu'il est très bien rendu, avec les grandes fêtes qu'il organise dans ses différentes demeures et qui donnent lieu à des dessins, à des bandeaux de dessins sur des doubles pages, comme des sortes de farandoles de personnages. Et donc les débuts de Man Ray aussi, qu'on connaît assez peu, je trouve, sont également quand même très bien restitués, dans tout ce qu'ils ont aussi d'un peu tumultueux, tourmenté, passionné, avec des casques qui peuvent être parfois en diagonale et se percuter les unes les autres. Et puis on apprend aussi des choses, en tout cas moi j'ai appris des choses, notamment sur cette communauté que Man Ray a créée dans la campagne de New York, avec un peintre et un poète. Cette communauté s'appelait The Glebe, et elle a réuni notamment quand même Ezra Pound, James Joyce.
Donc bref, je trouve que c'est globalement un récit qui est très riche et très plaisant. Après, c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose quand même d'un petit peu ronronnant et d'un petit peu idolâtre, hein, qui fait que même si ça me plaît, je ne suis pas complètement emballée. On y Voilà. reviendra. Antoine Guillot, un premier regard sur la matière documentaire, sur ce côté-là, le côté documentaire de la bande dessinée d'Emmanuel Dupuis. Je dis Emmanuel Dupuis, ça c'est un autre critique de la critique. Philippe Dupuis. Oui, il y a beaucoup de Dupuis, d'autant Oui. que le livre est édité Eh chez oui, la Dupuis totale aussi, Dupuis. mais ça ne s'écrit pas pareil. Bah, oui, on apprend évidemment énormément de choses, mais je ne dirais pas que c'est ça qui est le plus passionnant. Moi, je suis complètement enthousiaste par ce travail, parce qu'il est unique dans la bande dessinée. La référence à Catal et Bocquet, pour moi, n'est pas... et on pourrait parler aussi de beaucoup d'autres biographies d'artistes qui sortent en ce moment. Il y a eu celle de Jean Cocteau, il y a eu celle d'Anaïs Nin et autres. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. On en est très très loin. C'est-à-dire que ce que fait Philippe Dupuis depuis le premier tome d'une histoire de l'art et ce très long Leporello qui se dépliait sur 24 mètres, je crois, c'est unique. Il est le seul à faire ça, c'est-à-dire qu'il fait une réflexion en dessin sur l'histoire de l'art. Il ne s'agit pas du tout d'assimiler une documentation et de nous la recracher, même si le livre fait récit. C'est par l'outil qu'est la bande dessinée, mettre en forme, ou en tout cas essayer de trouver une forme à ce qu'est l'histoire de l'art. Et là, en l'occurrence, sur la question de l'avant-garde qui ne dure jamais très longtemps, c'est toute l'histoire de Paul Poiret. C'est-à-dire qu'effectivement, il le prend au moment de sa gloire et il va raconter sa fin, à un moment où il est confronté à d'autres avant-gardes et notamment Chanel qui va précipiter sa déconfiture, et la naissance de quelque chose du côté de Man Ray. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a vraiment le sentiment, par le style qu'a Philippe Dupuis maintenant, par cette première partie qui est plutôt au pinceau sur Man Ray, qui est plutôt à la plume sur Paul Poiret, d'une réflexion qui se fait presque sous nos yeux par la grâce du dessin, par cette façon à la fois de représenter ces personnages, là c'est le classique de la bande dessinée, mais aussi d'attaquer les œuvres mêmes. Alors ça peut être des costumes des costumes dessinés et fabriqués par Paul Poiret, ça peut être les premières peintures, premiers dessins, premiers essais photographiques de Man Ray, y compris dans la matière même qui fait référence aux expériences qu'avait fait Man Ray en mettant des clous et divers objets sur des plaques photographiques pour voir ce que ça donnait. On en a le résultat ici sur ces planches très fantomatiques. Et moi, je trouve ça admirable, ce que fait Philippe Dupuis là-dedans, parce que c'est complètement unique comme manière d'approcher l'histoire de l'art. Sarah Hiller-Meyer. Bah, écoutez, je suis pas du tout d'accord justement avec Antoine, parce que je trouve que ce questionnement qui donne donc son titre à cette BD, peindre ou ne pas peindre, à mon sens, c'est plutôt un prétexte en fait, dans le sens où il n'est pas tellement creusé en fait ce questionnement. Il est abordé ici et là à travers quelques discussions et réflexions qui sont quand même très succinctes entre Man Ray et Marcel Duchamp, ou entre Man Ray et ses propres figures imaginaires. Et donc, moi, ça m'a vraiment donné l'impression, voilà, d'être un prétexte pour en fait parler de ces deux artistes, Man Ray et Paul Poiret, qui effectivement se sont croisés et côtoyés. L'un est parti de la peinture pour aller vers la photo, l'autre voulait être peintre mais est devenu donc couturier. Il a fini quelques années avant sa mort par peindre et par exposer, d'ailleurs malheureusement sans grand succès. Donc finalement, moi je trouve que là au contraire où c'est le plus intéressant, c'est quand ce questionnement, qui est quand même aussi un petit peu éculé sur la valeur artistique ou non de la photo, sur la valeur artistique ou non de la couture, et bien c'est quand ce questionnement il est dépassé pour rentrer au contraire dans le vif de la création et l'effervescence des milieux artistiques de ces années-là, en particulier du côté de Man Ray, qui cherche dans un premier temps donc à se faire une place en tant que peintre, tout en côtoyant le célèbre photographe Alfred Stieglitz. Il fréquente aussi l'art Morisot et il y découvre la célèbre peinture le nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp, avec lequel d'ailleurs on voit qu'il fonde plus tard en 1920 le collectif d'artistes, la Société Anonyme. Donc pour moi c'est toute cette émulation artistique, je trouve, qui est très bien rendue et qui passe d'ailleurs notamment par l'aspect très vivant aussi des planches, avec des cases qui changent régulièrement de forme, qui peuvent être rondes, rectangulaires. Et ouais, c'est ça, je crois, le plus essentiel à cette BD, c'est moins de produire une réflexion, de disserter sur la valeur artistique que l'on accorde ou non à la photo et à la couture, que de restituer en fait un air du temps et un certain état d'esprit.
À mon avis, c'est ça, moi, c'est ce que je retiens de cette BD. Mais pour le coup, il y a quand même de l'humour et de la distance par rapport à la grandiloquence possible d'un propos sur la création et sur l'art. Quand Man Ray commence à rentrer dans des espèces d'élucubrations un peu vaseuses sur la valeur de l'art, l'art et la vie, il y a souvent des personnages qui lui rabattent le caquet assez rapidement. Et de ce point de vue, il n'y a pas vraiment d'idolâtrie. Antoine Guillot. Non, précisément. Et ces personnages, comme chez Rutumoda d'ailleurs, existent formidablement, hein, y compris dans leur faiblesse, Dans leur trivialité. dans leur grandiloquence, et c'est le cas aussi pour Paul Poiret. Alors là où je suis d'accord avec Sarah, c'est sur le terme de prétexte, mais je l'entends pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que le prétexte de cette bande dessinée, c'est qu'en fait, c'est profondément une réflexion sur la bande dessinée et sur où en est la bande dessinée aujourd'hui dans son rapport à l'art. Il me semble que Philippe Dupuy se projette dans les deux personnages, parce qu'il faut le rappeler, au sein du duo Dupuy et Berberian, il a connu la gloire et un grand nombre d'albums et de récompenses. Depuis que le duo s'est séparé et qu'il poursuit une voie en solitaire, il fait comme il est reproché d'ailleurs à un moment à Man Ray, le moins qu'on puisse dire, lui dit quelqu'un, c'est que tu fais peu d'efforts pour te rendre plaisant au plus grand nombre. Et c'est cette voie voie ardue qu'a choisi Philippe Dupuy, tout en se demandant, est-ce que la bande dessinée, c'est de l'art ? C'est une question peut-être éculée, mais qui trouve une excellente réponse dans ce livre. Peindre ou ne pas peindre, Philippe Dupuy, l'intégrale apparue chez Dupuy. Merci beaucoup à vous, Sarah Hiller-Meyer, Antoine Guillot. Vous restez avec nous, puisqu'après le journal, on parle de cinéma. Muriel Joudet nous rejoindra avec au programme Mendy et Small Axe.